bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Aujourd'hui consacré à une séquence sur les urgences psychiatriques. Alors pour en parler avec moi, sur ma droite, le docteur Corentin Rabu, jeune chef de clinique en psychiatrie, et sur ma gauche, monsieur Nicolas Vincenzini, infirmier spécialisé en psychiatrie, ayant une grosse expérience de la psychiatrie, notamment des urgences psychiatriques. Alors cette séquence consacrée aux urgences psychiatriques a pour ambition de dédramatiser un petit peu tout ce qui peut se penser ou se dire autour de ce domaine très particulier de notre spécialité qui sont les urgences psychiatriques. Il faut savoir que les urgences psychiatriques représentent globalement une consultation sur 10 aux urgences générales. Il s'agit de consultations psychiatriques d'urgence situées au sein des services d'accueil et d'urgence généraux dans les hôpitaux notamment de Paris et de la région parisienne. Donc c'est la spécialité la plus demandée et pourtant probablement c'est une spécialité pour laquelle il y a le plus d'inconnus et d'idées a priori chez les patients, chez les familles des patients, dans le grand public également. Alors l'ambition des urgences psychiatriques aujourd'hui dans une perspective moderne en psychiatrie est d'abord de se considérer comme une porte d'accès aux soins comme les autres, contrairement à une idée reçue, on considère que c'est un patient sur deux qui souffre de troubles mentaux qui va commencer à consulter pour la première fois en passant par les urgences psychiatriques. C'est donc un lieu très important d'évaluation, d'orientation, de prise en charge de situations très très diverses qu'on décrira plus tard. Et on sait aujourd'hui que plus ce premier contact avec le soin psychiatrique se passe bien, meilleur sera le pronostic et l'évolution du trouble pour le patient et également pour son entourage immédiat. La deuxième grande ambition, si on veut synthétiser un peu la problématique des urgences psychiatriques, c'est de ne pas passer à côté d'une maladie physique, donc à prise en charge médicale, qui peut se présenter avec un masque psychiatrique, c'est-à-dire ça ressemble à de la psychiatrie, à une urgence psychiatrique, mais en réalité c'est une maladie physique. Ça peut être le cas par exemple de certaines pathologies cardiovasculaires ou certaines maladies neurologiques. Alors globalement, quels sont les trois types de situations qu'on rencontre aux urgences psychiatriques ? Il y a d'abord donc, les patients qui ont une maladie psychiatrique connue et qui vont moins bien. Il s'agit de maladies chroniques et qui donc peuvent se présenter sous forme de nouvelles poussées, de nouvelles crises, ce qu'on appelle des décompensations. Et donc c'est la première catégorie de patients qu'on rencontre fréquemment. La deuxième catégorie de patients sont donc ceux qui consultent pour la première fois et là ils devront, avant leur évaluation par un médecin psychiatre et une équipe infirmière de psychiatrie, être évalués correctement sur le plan physique pour être sûr de ne pas passer à côté par exemple d'une maladie neurologique ou d'un trouble métabolique. La troisième catégorie de patients qui est en fait la plus fréquente est ce que nous appelons dans notre jargon les situations de détresse psychosociale où on n'est pas tout à fait dans le cadre d'une maladie mentale mais où le patient, ses proches, peuvent traverser une situation de souffrance psychologique pour lesquels leur capacité de résistance se trouve dépassée. Ça peut être le cas de certains deuils par exemple ou de certaines situations de la vie difficiles, je pense à des ruptures amoureuses ou par exemple des licenciements. Voilà. Alors pour parler aujourd'hui des urgences psychiatriques, une fois cette présentation, ce décor planté, j'avais choisi trois thèmes, à savoir pour commencer la question de la crise suicidaire, puisque ça fait partie de notre pratique quotidienne, l'évaluation de patients avec des idées suicidaires ou bien encore ce qu'on appelle les patients suicidants, ceux venant de faire une tentative de suicide. Et là, la psychiatrie d'urgence a un rôle particulier. Donc je vais me tourner vers Nicolas Vincenzini afin qu'il puisse nous expliquer un peu en quoi consiste le travail infirmier avec cette catégorie de patients particulièrement fragiles. D'accord, donc tout d'abord je voudrais présenter un petit peu l'infirmier psychiatrique aux urgences. En effet, où on est quand même infirmier à part entière, on est capable d'évaluer les patients sur leur état physique aussi et d'en alerter les services somaticiens des urgences. Et bien évidemment, on a une approche du côté psychiatrique puisqu'on est capable aussi d'évaluer effectivement les patients qui se présentent aux urgences pour une crise suicidaire. Le travail infirmier consiste à faire une première évaluation de ce patient en entretien. L'approche n'est pas toujours facile, le patient peut venir de lui-même, peut venir accompagné par des services de secours tels que pompiers, SAMU ou ambulanciers privés, comme accompagné de sa famille.
Pour les premières personnes qui viennent comme ça aux urgences psychiatriques, l'approche est assez difficile. C'est toujours une crainte pour eux de rentrer dans le milieu psychiatrique. Effectivement, à ce moment-là, notre travail en tant qu'infirmier est déjà de lier un climat de confiance avec eux, les rassurer sur le fait que venir aux urgences psychiatriques ne veut pas dire forcément hospitalisation. Il y a des tas de moyens d'aider les gens en détresse psychologique à l'extérieur de l'hôpital, en ambulatoire. Si vraiment le patient est suicidaire, on a d'autres solutions à lui proposer, bien évidemment. C'est vrai que souvent, dans la tête des patients qui consultent aux urgences psychiatriques pour la première fois, leur idée c'est je vais voir des équipes de psychiatrie, je ne vais sûrement pas sortir sans passer d'abord par l'hôpital psychiatrique. Et pour ces patients, ça gêne l'accès aux soins, très clairement. Tout à fait. Alors on entend encore des mots assez durs. On va m'interner, c'est plus du tout le cas. On hospitalise les gens, on leur apporte des soins. Avant tout. Et vraiment, le biais de l'hospitalisation reste le dernier recours qu'on puisse avoir envers un patient qui décide effectivement d'avoir les soins et qui ne se sent pas capable de les avoir en ambulatoire. Nous passerons toujours par l'étape de l'ambulatoire avant l'hospitalisation. On dit aujourd'hui que les 2 tiers des patients rentrent chez eux, 1 tiers sont hospitalisés. Sur ce tiers de patients qui sont hospitalisés, plus de 80% sont hospitalisés librement. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être vous pouvez un peu préciser le patient qui vient de faire une tentative de suicide, donc par exemple qui arrive dans la journée, comment s'organise un peu l'évaluation de ce patient entre son arrivée et puis le moment où une décision d'orientation éventuellement psychiatrique est prise. Alors, comme on l'évoquait au début, les patients qui se présentent pour une urgence psychiatrique sont tout d'abord vus par les services des somaticiens pour écarter tout problème somatique avant la prise en charge en psychiatrie. Une fois que les patients sont évaluables, à même de pouvoir répondre aux questions, les services de somatique nous demandent à ce moment-là l'intervention d'un infirmier pour faire une première évaluation du patient. À savoir que c'est des questions très simples. On parle déjà, son motif d'arrivée, il est toujours bien que le patient puisse nous le donner lui-même. On n'est pas là pour lui dire vous êtes là pour ça. Le plus important, c'est qu'il reconnaisse ce qui s'est passé, l'acte qu'il a fait, qu'il en prenne conscience. Ensuite, bien sûr, ça passe par différents détails, puisque c'est très important pour nous de connaître son mode de vie. On parlait des problèmes psychosociaux. Du problème psychosocial, effectivement, c'est une grande majorité de nos consultations en ce moment. Le mode de vie, s'il y a une famille étayante derrière, pour l'aider si vraiment on passe sur du soin ambulatoire, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et effectivement, ensuite, s'il y a des antécédents psychiatriques, aussi bien pour lui que de côté de sa famille, que ce soit de la dépression ou des maladies plus graves psychiatriques. Et effectivement, s'il a des problèmes somatiques aussi, qui peuvent lier aussi une pathologie psychiatrique. Malheureusement, on leur pose d'autres questions qui les perturbent des fois plus, c'est les addictions, tabac, alcool et substances illicites. Et ensuite, on fait un petit résumé, nous, dans nos entretiens, du pourquoi il a fait ça, du pourquoi il est là. Et effectivement, on conclut de la façon qu'on constate le patient, savoir s'il nous inquiète, s'il ne nous inquiète pas. Il arrive que des patients nous inquiètent fortement et à ce moment-là, on met en place des critères qui vont être mis en place pour que les médecins les voient rapidement. D'accord. Mais donc entre le moment où le patient arrive, par exemple pour une tentative de suicide, et le moment où il sera vu par nos équipes, il peut se passer plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures. Ça peut être l'occasion d'un maintien aux urgences. Tout à fait. Alors, tout dépend du motif d'arrivée. On parle d'ingestion médicamenteuse volontaire, où des fois l'absorption est importante et forcément l'élimination est importante, ce qui permet en aucun cas d'évaluer le patient, même s'il est réveillé, même s'il parle, même s'il prend un petit déjeuner. Quelquefois, il ne peut pas répondre aux questions qu'on va lui poser, ou on peut passer pour simplement des tentatives de suicide, type phlébotomie ou des choses comme ça, où effectivement le temps est raccourci puisque les patients sont quand même déjà non sédatés. Phlébotomie, c'est une tentative de suicide en tentant de s'ouvrir les veines. Voilà, pour expliquer. Monsieur le docteur Abu, peut-être vous voulez compléter, avoir une approche médicale sur votre expérience concernant la prise en charge de ces patients. Par exemple, je pense aux patients suicidants pour lesquels il y a quand même un exercice de prédiction du risque qui est très important avec une épée de Damoclès sur la tête du psychiatre. Le patient est lui-même très vulnérable, mais qu'est-ce que vous avez envie de rebondir un peu sur ce que vient de dire M. Vincent Zeny ? Effectivement, le psychiatre est souvent placé dans la position de le patient vient de faire une tentative de suicide, est-ce qu'il risque de recommencer ou pas ? Alors nous, on est médicalement, mais aussi du côté paramédical, on doit répondre à cette question-là. Alors comment on fait ça ? Je crois que
ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, je pense qu'il y a déjà le temps d'accueil qui est très important. Il faut que le patient il puisse se sentir à l'aise, discuter avec nous, échanger avec nous. Parce qu'en psychiatrie, l'évaluation, ça passe quand même par l'échange, le dialogue, l'entretien. Et ça, je crois que ce temps d'accueil humain, c'est le temps vraiment premier de la prise en charge médicale et paramédicale. Et puis ensuite, pour que cette évaluation puisse se faire, il faut qu'il y ait à la fois une évaluation médicale sur est-ce que le patient présente ou pas une maladie mentale, ce qui est souvent le cas dans le cas de tentatives de suicide, notamment la dépression, mais pas forcément toujours le cas. Donc il faut pouvoir répondre médicalement à ça. Est-ce qu'il y a une dépression ou pas? Est-ce qu'il y a une autre maladie mentale ou pas? Et puis le temps d'évaluation, il est aussi fait avec l'entourage. C'est-à-dire que pour bien comprendre une tentative de suicide, je pense qu'il faut bien comprendre l'entourage du malade, que ce soit, je ne sais pas, son compagnon, son épouse, la famille, et puis la situation un peu professionnelle, effectivement, qui peut souvent être facteur de stress. Donc finalement, ça prend un peu de temps d'accueillir, de nouer une relation d'alliance avec le patient, de faire une évaluation très médicale, et puis d'évaluer l'entourage. Donc tout ça, ça prend du temps. Et une fois qu'on a fait ça, le médecin et puis l'infirmier en équipe, on se concerte et puis on arrive à définir est-ce qu'il y a un risque élevé de récidive suicidaire, est-ce qu'il y a un risque modéré de récidive suicidaire ou est-ce qu'il y a un risque plus faible, et on essaye d'adapter nos prises en charge, nos recommandations à ce risque. Je pense que c'est important de préciser que ce sont des consultations qui prennent beaucoup de temps, une partie consiste quand même en un repérage des facteurs de risque, ces facteurs de risque qui pèsent très lourd, d'autres un peu moins lourds. Ce sont des consultations qui sont faites dans des conditions de travail qui ne sont pas évidentes, ça peut être dans un lit du service porte, c'est-à-dire le service de très courte durée de séjour adossé aux urgences. Ça peut aussi être sur un brancard avec un patient qui a passé la nuit, une nuit difficile entre la prise de médicaments par exemple et puis l'ambiance générale des urgences, avec un patient qui est vrai, M. Vincenzini le soulignait, qui peut être moyennement coopérant, une famille qui peut être aussi compliquée. Et puis il y a aussi le fonctionnement des urgences qui est que les urgences sont des urgences, c'est-à-dire il faut gérer entre guillemets les situations rapidement parce que les urgences, il y en a toujours. Et c'est à toutes ces contraintes que les équipes de psychiatrie, infirmiers et psychiatres doivent faire face tous les jours. Sur un service comme le nôtre à Henri-Mondor, on considère qu'il y a à peu près 4500 consultations psychiatriques par an et on voit à peu près 500 patients ayant fait des tentatives de suicide, à peu près autant avec des idées suicidaires. C'est une situation pluriquotidienne. Avec toujours quand même cette question de prédiction qui fait la difficulté de l'exercice. Bon, l'ensemble des patients ayant fait des tentatives de suicide ne sont pas hospitalisés, même si clairement c'est je crois une décision qu'on prend facilement. C'est toujours un signal d'alerte, peut-être vous voulez un peu rebondir là-dessus? Oui, c'est toujours un signal d'alerte. Il y a une partie des patients, notamment ceux qu'on considère comme présentant une dépression, qui vont le plus souvent être orientés vers effectivement une unité d'hospitalisation à l'hôpital ou en clinique. Et puis tous les autres, effectivement, ils peuvent rentrer à la maison. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce premier temps aux urgences, c'est le temps qui permet la mise en place des soins après. Donc à la fois on mobilise la famille pour sécuriser un peu les choses et puis on organise pendant ce temps de l'urgence le suivi, qu'il soit psychologique ou psychiatrique, qui va permettre dans la durée après de prendre en charge ce malade qui souffrait au moment de la crise, mais pour que le risque suicidaire diminue après, quoi. Ouais. C'est important de préciser qu'on est dans un pays où le risque suicidaire est assez élevé, la mortalité par suicide est assez élevée, plus que dans d'autres pays européens. On est par exemple presque un taux de mortalité par suicide 2 fois supérieur à celui des États-Unis, qui a une population un peu comparable, et que se développent de plus en plus sur le territoire français des programmes, des structures de soins spécifiques à cette population de patients très particuliers, que sont les patients suicidaires et suicidants.
Voilà. Bon, sur cette question du risque suicidaire, c'est un exercice difficile, on l'a vu. Je voulais maintenant qu'on parle un peu des situations d'hospitalisation et d'hospitalisation sous contrainte, notamment, qui sont une question qui revient souvent quand on va aux urgences psychiatriques. On le disait tout à l'heure, mais les patients disent un peu « je sais comment j'arrive, je ne sais pas très bien si je vais pouvoir en sortir ». Donc même si la plupart des patients sont non admis, c'est-à-dire rentrent à domicile, on pratique par moment, on propose régulièrement l'hospitalisation et il arrive, ça c'est une spécificité globalement quasiment uniquement de la psychiatrie, de proposer des soins sous contrainte. Monsieur Insanzini, est-ce que vous souhaitez compléter cette question des soins sous contrainte? Comment vous abordez ça, vous, avec les patients, dans les entretiens, peut-être vos liens avec les familles également? Tout à fait. Déjà, effectivement, comme on vient de le souligner, les patients disent « j'arrive aux urgences psychiatriques, je ne sais pas comment on va en sortir ». Géographiquement, déjà, il faut bien situer que le service de psychiatrie des urgences est au sein même du service des urgences générales. Donc ce n'est pas une prison, on rentre, on sort. Malheureusement, quand on est très inquiet pour un patient, effectivement, on est obligé d'employer d'autres mesures d'hospitalisation si l'on est devant un refus catégorique de lui, voire parfois même de sa famille. Et nos critères, comme on en parlait précédemment pour les crises suicidaires, nous permettent de mettre sa parole en doute et de s'affirmer en équipe toujours que ce patient a besoin de soins et qu'à partir d'un moment, on ne peut plus compter sur sa façon d'être pour nous répondre et obtempérer avec nous. Donc on passe effectivement sur de l'hospitalisation sous contrainte. Dans l'idéal, c'est quand la famille se joint à nous et accepte l'hospitalisation et participe aux soins du patient. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et dans ces cas-là, il faut passer sur d'autres méthodes qui resteront de toute façon souples quand même puisqu'elles sont surveillées de très près par l'équipe et les équipes qui vont encadrer le patient plus tard. C'est-à-dire que les équipes de psychiatrie aux urgences sont quand même toujours soumises à une contrainte qui est à la fois respecter le choix du patient, respecter sa liberté de se soigner ou pas, et en même temps le risque de non-assistance à personne en danger si on prend le risque de laisser sortir un patient qui n'est pas en capacité de prendre les bonnes décisions pour ses soins, notamment. Tout à fait. Alors tout à l'heure, on parlait de l'évaluation du patient, c'est ce qui peut être très long. Je pense qu'il n'y a jamais de temps perdu. Ça permet au patient aussi de réfléchir à ce qu'on lui a proposé. Ça peut prendre des fois plusieurs heures de réfléchir à ce qu'on lui propose, d'une hospitalisation en soins libres, entouré de sa famille, bien évidemment. L'hospitalisation en soins libres se fait dans des services tout à fait ouverts, où les visites sont autorisées. Et le patient, des fois, au décours, après réflexion, peut se dire « oui, j'ai besoin de soins », comprendre, en discuter avec sa famille, en rediscuter éventuellement avec l'équipe de psychiatrie et accepter les soins. Je pense que c'est important, Nicolas, ce que vous dites là, parce qu'on peut se faire des urgences psychiatriques l'idée d'une grosse gare de triage où une décision est prise de manière immédiate, alors qu'en réalité, on prend quand même énormément de temps, ce qui d'ailleurs nous met parfois en difficulté avec les urgentistes, les médecins des urgences générales, et qui ont du mal à comprendre qu'on a les psychiatres disent souvent une temporalité différente, et c'est vrai qu'on fera le maximum pour recueillir l'accord du patient et de sa famille quand on ne peut pas faire autrement, et que ça peut prendre plusieurs heures. C'est pas on arrive et une décision est prise dans la demi-heure à partir du moment où on a vu le patient. Ça c'est important de signaler. Non, moi je pense peut-être pour que les gens se représentent bien ce que c'est que la contrainte et la nécessité de la contrainte aux urgences, pour revenir à ce qu'on a vu avant, il faut imaginer quelqu'un qui a dans la tête des idées suicidaires et qui veut mourir, qui a décidé de se suicider. Ce genre de patients-là, le plus souvent, quand ils ont vraiment pris leur décision de façon un petit peu ferme, logiquement, ils sont plutôt opposés aux soins, puisque leur volonté est de mettre fin à leur jour. Donc, quand on arrive et qu'on essaye de mettre en place des soins pour eux, ça peut arriver qu'ils répondent non, non merci, je n'ai pas prévu ça, moi, je sors et je vais me suicider. Donc effectivement, on se rend compte que la responsabilité médicale, là, c'est de mettre en place des soins quand même. Et dans ce cas-là, il y a une contrainte, effectivement, mais qui est très... il faut peut-être, docteur Lyon, vous allez nous en redire un mot, mais c'est assez... il y a une loi assez claire, il y a des certificats médicaux qui doivent être faits, un, deux... un troisième ensuite,
Il faut Parler que de la la famille... loi du 5 juillet 2011 qui Voilà. encadre de manière très précise juridiquement les situations de privation de liberté occasionnées par un état mental aigu, temporaire, qui altère le discernement et qui précise les conditions dans lesquelles on peut imposer des soins médicalement à un patient qui est opposé et ou qui n'est pas en état de donner son accord, ce qui peut arriver. Puis, ce qu'il faut bien comprendre, moi je trouve, il faut insister là-dessus, c'est que dans la majorité des cas, cet état de crise et ce refus de soins, ils sont liés à la maladie mentale en elle-même, à la dépression ou à d'autres maladies qui peuvent altérer le discernement. Et c'est des maladies qu'on prend quand même bien en charge. Et une fois que la prise en charge a commencé et que le malade va mieux, eh bien, les idées suicidaires ou l'agitation, on en parlera, eh bien, cessent et le malade va mieux et peut même, au cours de ses soins, dire bon, bah, finalement, aux urgences, ils ont bien fait de me forcer quand j'y étais. Voilà, on est entre effectivement la nécessité de beaucoup tenir compte du malade et de prendre le temps pour qu'il puisse nous exprimer ce qu'il veut, et puis d'un autre côté, tenir compte de la réalité médicale de la situation et de à quel point ça peut altérer un petit peu sa façon de penser. Voilà. Donc ce sont des situations rares, on l'a dit, ce sont des situations pour lesquelles on prend notre temps. D'abord, nous engageons notre responsabilité médicale en hospitalisant quelqu'un sans son consentement. On essaye au maximum de s'appuyer sur les familles, comme le précise la loi. Et il s'agit de toute manière de mesures qui ne sont pas coercitives, mais de mesures thérapeutiques. Ce sont uniquement des situations de soins. Et en général, dans les semaines qui suivent, moyennant des mesures thérapeutiques, notamment médicamenteuses, mais pas seulement, également psychologiques, le système de contrainte est levé, le patient aussitôt bascule dans un système de soins, ce qu'on appelle librement consenti, comme n'importe quelle hospitalisation en médecine. Une des situations une des questions qui nous revient souvent quand on aborde la question des urgences psychiatriques, c'est la question de la violence, de l'agitation. Là encore, je crois que c'est important de faire un focus là-dessus parce que finalement, loin des clichés, notamment transmis par les médias ou certains films ou autres relais médiatiques, ces situations de violence sont exceptionnelles, en tout cas rares, et les urgences psychiatriques, la plupart du temps, les situations de prise en charge thérapeutique, d'évaluation se font, y compris chez les patients sous contrainte, dans les conditions de sérénité qui sont relativement bonnes. Vous êtes amené, vous Nicolas, souvent à prendre en charge des patients aux urgences, éventuellement opposants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la violence aux urgences ? Alors, on ne peut pas forcément parler de violence aux urgences. C'est des patients qui sont un petit peu déjà psychologiquement incapables d'obtempérer avec nous. C'est pour ça que souvent, ces patients-là, malheureusement, on a recours à des hospitalisations sous contrainte. En règle générale, ça se passe plutôt bien. Très rares sont les faits de violence, comme on peut le voir à la télé, comme on citait dans les médias, dans certains films. Très rares sont les faits de violence du fait qu'on est quand même assez nombreux dans ces cas-là à faire un petit peu barrage aux patients. Nombreux, formés. Formés, bien évidemment, en plus de ça. Les gens savent se tenir à leur place. Une personne parle avec le patient, les autres restent en arrière. Et effectivement, en règle générale, le patient obtempère, pas toujours facilement, mais obtempère plutôt facilement dans la plupart des cas. Il arrive parfois effectivement que certains patients refusent tout. Pas forcément des patients, j'ai envie de dire, réellement atteints par une pathologie psychiatrique. On a beaucoup de patients surtout qui n'obtempèrent pas. Alors, soit on revient un petit peu dans la situation dont on parlait tout à l'heure, on ne laisse pas au patient le temps de réaliser de ce que lui-même a fait comme geste pour les suicidants. Et effectivement, c'est un petit peu agressif de lui sauter dessus et de vouloir régler le problème très vite. Laissons-lui le temps. Et effectivement, on rencontre aussi beaucoup aux urgences de patients sous toxiques, que ce soit l'alcool, que ce soit des drogues. Et là, ça complique beaucoup la prise en charge. Et là, les prises en charge sont vraiment difficiles. Et effectivement, souvent, on peut avoir recours effectivement à pas de la violence, puisqu'en règle générale, ça se passe bien. À ma connaissance, depuis de nombreuses années, je n'ai jamais vu un patient à qui on a cassé quelque chose en le brutalisant ou quoi que ce soit, ou en le poussant. Heureusement. Il s'agit de rassurer. Heureusement. En règle générale, ça se fait dans le calme, on est bien organisé, on est formé et on sait très bien qu'on arrive même
à déshabiller le patient pour le mettre en pyjama, pour écarter tout danger qui pourrait être sur lui, dans des poches, des briquets, des couteaux, des choses comme ça. Donc la procédure est de les mettre en pyjama. On arrive à les mettre en pyjama même s'ils sont très bien habillés, même en plein hiver, avec des manteaux, tout ce qu'on veut, sans déchirer les vêtements, sans quoi que ce soit, ça se passe toujours très bien. Voilà. D'accord. La prise en charge de l'agitation, donc ça, je pense sur nos 4500 consultations par an, ça doit arriver je dirais 2 à 3 fois par semaine, grand maximum. Situation. C'est vrai que c'est souvent des situations de prise de toxiques. On peut avoir recours dans ces moments-là à, alors M. Vincent Zini le décrivait, à on met le patient en condition, par exemple en pyjama, et il arrive qu'on ait recours à des techniques de contention mécanique, ainsi que de prescription médicamenteuse un peu spécifiques. Oui. Oui, alors après, je pense qu'il faut quand même bien préciser, c'est que quand on en est là, c'est que ce qu'on a essayé de faire avant, pour déjà discuter avec le patient, Nicolas utilise beaucoup en pratique des techniques relationnelles pour que le patient se détende, qu'on comprenne ce qui lui arrive, parce que souvent, en fait, la situation d'un patient agité aux urgences, bon, il faut à la fois sécuriser la situation, que ça soit pas trop dangereux pour lui et puis pour les autres patients, le personnel, mais il faut aussi comprendre ce qui lui arrive, quoi. Pourquoi est-ce qu'il s'agite? Est-ce qu'il a un problème médical? Enfin, il faut qu'on puisse comprendre. Donc déjà, des techniques relationnelles, on discute avec lui et puis on essaye d'évaluer. Si ça ne marche pas, on essaye de proposer parfois même un traitement un peu calmant, apaisant, pour que la tension nerveuse diminue un petit peu et qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Si malgré tout ça, ça ne marche pas et que le patient reste dangereux par son agitation, effectivement, ça arrive qu'on puisse contentionner le patient. Alors là encore, c'est très procéduré, hein. On y va à 6 en général, voire 7. Quelqu'un qui maintient le dialogue avec le patient et qui lui explique, pendant que, de façon sécurisée, on contentionne les membres voilà, sur un brancard de contention. Alors là encore, c'est très sécurisé. Ce sont des procédures spécifiques, un matériel spécifique, avec un matériel spécifique, des infirmiers et des médecins qui sont formés à la technique de contention. Alors, il faut le dire, on a des formations régulières. On se forme à s'attacher les uns les autres. On s'attache les uns les autres. Bien, merci d'avoir été avec nous pour parler des urgences psychiatriques. Merci au docteur Corentin Rabu, merci à M. Nicolas Vincent Zini et à bientôt sur le plateau d'ABC Doc.